D'accord. Je vais te proposer qu'on démarre. Donc bonjour. Déjà, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Et je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette webconf où on va parler d'un sujet, on va dire, moins technique que d'habitude, mais au cœur de tous les débats et toutes les discussions dans le monde du développement aujourd'hui, et entre autres quand on décide d'utiliser des services d'intelligence artificielle. Je travaille avec Arnaud au sein du lab IBM France, dans la même équipe. Voilà, et donc, je travaille pas avec lui directement, mais on travaille dans la même équipe. Et donc, je suis content, Arnaud, d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. Voilà, comme je te le disais quand on a préparé, c'est un petit peu je veux dire, il y a 1 an, 2 ans, c'était quelque chose auquel je ne prêtais pas attention, mais je pense que c'est important aujourd'hui qu'on s'attarde sur ce sujet, vu l'évolution du développement logiciel et entre autres la présence l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Je vais te laisser la parole. Juste avant, je voudrais rappeler à tous qui venaient de nous rejoindre que les questions, vous pouvez les remonter par le chat de WebEx. Donc je surveille le chat et le Q&A. Ce sont 2 canaux différents, mais en tout cas, vous pouvez utiliser les deux. Je vous pousse à utiliser le chat qui permet à Arnaud de voir les questions en même temps que moi. Arnaud, écoute, je te laisse la parole. Alors, merci Sébastien, merci de m'inviter. Il s'agit en effet aujourd'hui de parler d'éthique, et c'est le fruit déjà de nombreuses discussions entre collègues, c'est vrai, et puis je vais l'expliquer un petit peu, d'une recherche que nous sommes d'ailleurs plusieurs à mener dans l'équipe. Voilà. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler du France Lab, si vous suivez ces meet-ups régulièrement. Le France Lab est une activité de développement logiciel. Donc c'est le France Lab d'IBM, qui est une activité en France de développement logiciel, développement et aussi de support, et de services de ça, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et en particulier, l'historique, c'est ce que j'ai marqué là, c'est beaucoup les raisonnements à base de règles, c'est-à-dire c'est une IA, disons assez déterministe, mais dans laquelle la signification compte peut-être plus que dans une approche purement probabiliste de machine learning. Donc c'est pour vous donner un petit peu peut-être une clé de lecture de ce que j'essaie de dire aujourd'hui. La signification de ce que nous faisons avec les outils informatiques, ça fait partie des questionnements. Voilà, et pour ma part, donc moi je suis spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Je me spécialise depuis quelques années dans les questions de capacité de calculer le droit ou de programmer du droit dans l'informatique. Voilà. Et puis, j'ai cette activité de recherche, disons, dans l'éthique de l'intelligence artificielle en particulier. Et j'aimerais dire dès maintenant ce que je vais pouvoir dire, c'est donc ça découle d'une recherche, qui est d'articles ou de conférences. Ce n'est pas évidemment l'expression de la position officielle d'IBM. Voilà, ce sont des pistes de recherche que je vais aujourd'hui proposer. Arnaud, tout le monde nous demande de parler plus fort. Donc il faut qu'on parle plus fort. Alors, j'espère que ça va mieux comme ça. Là, c'est carrément mieux, oui. Bon, alors ça me rappelle mes vacances. Disons, ce qu'on voit ici, c'est une belle photo, et en fait, c'est pour vous introduire un petit peu à l'ambition de cette conférence qui va durer une grosse demi-heure. Et après, j'espère qu'on aura le temps d'en discuter. C'est qu'une institution comme le Parc naturel régional du Morvan, si on regarde bien en bas, voilà, leur page web, s'intéresse à toutes les dimensions qui peuvent survenir sur leur territoire. C'est-à-dire qu'un projet qui serait un projet bon pour l'économie ou l'exploitation forestière, par exemple, mais qui gênerait le tourisme ou qui serait mauvais pour la biodiversité,
ils ne disent pas c'est pas notre problème, notre problème c'est le tourisme. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire une chose dans l'éthique, c'est que tous ces aspects-là les concernent. C'est-à-dire, ça n'a peut-être pas vraiment de sens de réduire la réflexion éthique à une seule dimension. Disons, voilà, moi je veux simplement éviter que mon IA elle soit discriminatoire. Voilà. C'est bien de s'occuper de ça. Mais si mon IA est moins discriminatoire et met au rouge tous les autres indicateurs, je pense qu'il y a là une réduction éthique, un réductionnisme éthique qu'il faut essayer d'éviter. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de donner des outils pour l'évaluation éthique d'un service d'IA au moment de la conception, de son développement et de son exploitation. Et bien sûr, en 30 minutes ou 40 minutes, vous imaginez bien, les outils que je vais donner, ce sont surtout des outils conceptuels. C'est des outils, c'est des concepts, voilà. C'est des manières de regarder notre objet. En 40 minutes, on ne peut pas faire mieux, je crois. Alors, nous allons partir d'un exemple, un cas d'application, disons, c'est la voiture autonome. Vous voyez, elle bouge pour vous prouver qu'il n'y a pas de chauffeur, elle est donc autonome, elle roule toute seule. Et ce que moi je propose comme grille d'évaluation éthique sur la question de la voiture autonome, c'est d'essayer de regarder plusieurs dimensions. L'éthique à la conception, vous reconnaissez peut-être ce schéma là-haut, où vous devinez ce qu'il y a derrière, c'est le fameux dilemme du tramway, donc, dont on entend souvent parler quand on parle de voiture autonome, c'est est-ce que dans des cas où la situation qui se présente, c'est de tuer le chauffeur en se jetant contre un arbre ou d'écraser un groupe d'enfants ou encore une autre personne, quelle décision va prendre la voiture? Et on comprend que ça doit être pensé par avance à l'amont de la conception du dispositif. Ma deuxième voie, c'est ma deuxième dimension, c'est le type procédural. Je ne sais pas si on voit derrière la photo de Sébastien, moi je vois mal, mais c'est on voit une usine. C'est-à-dire, la question que je pose, c'est comment nous sommes-nous organisés pour produire la voiture? Il y a dans le procès, est-ce que nous reposons par exemple sur des sous-traitants qui sont fiables en termes d'organisation du travail, voilà. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'ensemble du process pour la production du dispositif? L'éthique déontologique, vous voyez en bas, qui pointe le code de la route, c'est l'idée que je développerai un tout petit peu, que l'on peut programmer des règles du code de la route dans la voiture. La règle des 130 km/h sur autoroute, ben voilà, ça on peut la transférer du code, la transférer dans le moteur de décision de la voiture. Et puis l'éthique conscientialiste, c'est l'idée de se demander s'il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Tout ceci pour vous dire, ce slide pour vous dire que dans l'investigation éthique, on se pose de nombreuses questions à différents niveaux, que j'ai essayé de montrer ici. Alors, si on veut parler quelques minutes de l'éthique à la conception, donc c'est ces fameux algorithmes de décision que je vais programmer dans le service de conduite pour pouvoir répondre à la question, mais qu'est-ce que la voiture fait s'il y a une situation de mise en danger? Je pense qu'il faut effectivement choisir les bons algorithmes, hein, il faut bien réfléchir à ça, il faut qu'ils soient correctement encodés, et puis il faut bien sûr pouvoir reposer sur des architectures fiables. La question étant de savoir peut-être sur les temps d'accès à l'information ou à la décision. Voilà, est-ce que tout ça est calculé on the edge, comme on dit, ou alors d'une manière plus dans un cloud, et du coup, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que ce qui me semble le plus important, c'est une ingénierie rigoureuse de l'ensemble des systèmes. Là, c'est la qualité. Je pense que c'est une question éthique. Hein, c'est quelle est la qualité du système qu'on a mis en place, la qualité technique, en fait. Voilà. Ce qui nous fait toucher déjà du doigt une dimension, c'est que l'intelligence artificielle, on peut la concevoir, on peut penser à l'intelligence artificielle en laboratoire, disons on peut en concevoir théoriquement, on dit, voilà. Ou alors on peut penser l'intelligence artificielle in vivo, hein, c'est-à-dire dans la vraie vie.
Et là, bien sûr, il faut se coltiner les autres, les questions d'intégration technique, et donc sur ces petits schémas, on voit que ça n'a pas trop de sens d'isoler les questions éthiques autour de l'intelligence artificielle de celles qui concernent par exemple la question des grandes données. Voilà. Donc on est sur des ensembles qui se recouvrent, et je pense qu'il ne faut pas dessiner une boîte à l'intérieur de laquelle on va dérouler tous les raisonnements et penser qu'un jour on aura fini cette investigation éthique. Voilà, vous vous rappelez que mon deuxième point, c'était concernant l'éthique procédurale, c'est la manière dont on s'organise pour produire le service. Et donc là ça pose la question de l'organisation de l'entreprise qui produit ça. Est-ce que l'éthique, c'est une dimension du business qui intègre, est-ce que vous voyez dans ce schéma, on pense qu'il y a les opérations de business d'un côté, puis le questionnement éthique de l'autre, et puis que l'un informe l'autre. Voilà. Est-ce qu'on est dans le même type de recouvrement? Et là, la question avec cette fleur, c'est nos activités de business peuvent, pour certaines, ne pas correspondre à une politique sociale souhaitable ou les questions environnementales. Et du coup, est-ce qu'on va restreindre l'activité effectivement au cœur de ces, disons, à l'ensemble qui est recoupé par tous les autres. Voilà. Et une dernière réflexion sur cette question de l'éthique procédurale, la manière dont on s'organise, donc, c'est cette difficile pyramide de Carroll. Je dis difficile parce que on voit mal dans cette pyramide si l'entreprise, il est clair que toutes les entreprises n'ont pas une activité philanthropique. La philanthropie, c'est peut-être une part marginale de l'activité en particulier d'IBM, c'est pas, voilà, IBM n'est pas une entreprise philanthropique. En revanche, tout ce que veut faire IBM ne veut faire que des choses éthiques, mais on peut se demander si ce qui est légal de faire est toujours éthique, voilà. Et dans l'autre sens, est-ce qu'il y a même des choses qui seraient peut-être encouragées par la loi qui ne le seraient pas, voilà. Et d'autre part, la question en bas de la pyramide, c'est est-ce que ce schéma signifie qu'il faut être dans une ambition de restreindre l'activité économique pour coller, pour faire quelque chose d'éthique. Et si on n'a pas cette réflexion, finalement, on ferait des choses qui seraient dommageables. Donc tout ça, c'est des questions sans réponse. J'en ai pas de réponse. C'est pour essayer d'indiquer les problèmes un peu de réflexion qu'il faut affronter dans ces questions-là. Alors, je vous avais parlé de la possibilité d'encoder le code de la route, une partie déjà du code de la route dans le moteur de décision. Si la vitesse excède 130, tu es sur l'autoroute, tu ralentiras 130. Et là, on comprend que, à la limite, si toutes les voitures étaient autonomes, le code de la route ne serait plus, cette règle des 130 ne serait même plus nécessaire, puisque ce seraient les systèmes techniques qui la performeraient automatiquement la règle de droit. Mais il y a d'autres règles dans le code de la route, et il y en a d'autres, c'est encore plus évident, par exemple dans le code civil. Si je suis au volant de ma voiture autonome, donc du coup pas au volant, je suis passager de ma voiture autonome, voilà, et que je jette une peau de banane par la fenêtre, voilà, ça engage la question de droit de la responsabilité civile, et on comprend là qu'il n'est pas possible d'encoder toutes les lois dans un système technique. Il n'est pas possible, et ça je pense c'est un petit résultat intermédiaire de ce que je dis aujourd'hui, peut-être dont il faut se convaincre, parce que ça me semble assez incontestable. Il est illusoire de penser qu'un système technique, même en IA, serait légal by design. Vous voyez, on peut s'assurer que les règles les plus évidentes ou les règles les plus accessibles techniquement, celles qu'on peut programmer justement, elles soient respectées. Voilà, et encore, ces règles changent, donc il faut reprogrammer régulièrement. Mais on ne peut pas être sûr que l'ensemble des règles applicables soient respectées par la machine. Le problème aussi avec l'éthique déontologique, qui est cette éthique des valeurs, donc on a des valeurs ou des principes à respecter et on s'efforce donc de les regarder et d'agir en conséquence, c'est que les valeurs sont très nombreuses. Elles sont pertinentes. Si j'ai listé des valeurs d'IBM dans le domaine de l'intelligence artificielle, elles viennent de 2 sources différentes, voilà, et elles sont toutes applicables, d'accord. Mais comment fait-on quand il s'agit de les combiner ou d'arbitrer entre elles? Par exemple, si j'ai un travail à faire pour réduire les biais dans mes jeux de données,
et que ce travail contrarie les droits des utilisateurs. Il y a encore une faute d'orthographe au droit du coup. Est-ce que donc si ces règles-là contrarient l'autre principe en bas, là en rouge, comment arbitrer? Est-ce qu'il faut essayer de concilier? Est-ce qu'il faut vraiment sacrifier une des deux valeurs pour respecter l'autre? Voilà. Et donc ça c'est le problème avec la déontologie, c'est que on est dans un exercice assez rhétorique finalement. Hein. Je me concentre sur un système de valeurs, ou un système de règles, et je vais expliquer en quoi je vais essayer de respecter ces règles-là. Or, notre président, le nouveau président d'IBM, distingue bien la déontologie, hein, il parle des valeurs, ça c'est très clair, mais il aborde aussi les questions de procédure. Donc c'est l'idée que par exemple la responsabilité sociale d'entreprise d'IBM est intégrée au sein des process d'IBM, donc on est bien dans des questions organisationnelles, et puis aussi il faut regarder les conséquences. Il dit qu'est-ce que implique être un IBMer, c'est-à-dire il faut regarder les implications de ce que nous faisons. Donc rappelez-vous, j'avais bien tâché de distinguer 4 types d'éthique, disons, à la conception, procédurale, déontologique et puis conséquentialiste. Et donc on voit bien que le simple respect formel de valeurs déclarées n'est en général pas suffisant. Ce qui nous mène à la question difficile mais passionnante du coup de l'éthique conséquentialiste, de regarder les impacts. Et ça, je pense que c'est là que je vais peut-être proposer un outil intellectuel, voilà, mais un outil qui va nous aider à nous projeter dans un monde qui n'est pas facilement accessible. Et je rappelle donc à cette idée que tout nous concerne, c'est-à-dire il n'est pas admissible de dire mais ça c'est pas mon problème. Voilà, en matière d'informatique en particulier, l'informatique a un côté réplicable, qui se disperse facilement. Il n'est pas admissible d'agir comme si tout ça allait se déployer dans un monde idéal. Il faut bien regarder la réalité, et cette réalité, elle a plusieurs dimensions qui s'offrent à notre analyse. Donc, je vais déployer un système technique. Si ce système devait être très dommageable pour l'environnement, par exemple, parce qu'il nécessiterait beaucoup d'énergie pour fonctionner, c'est évidemment mon problème. Voilà, je ne peux pas me faire comme si ce n'était pas important. Alors, voilà mon outil. Je pense qu'il est assez visuel. Alors, en vérité, c'est pas moi qui ai peint ce tableau. Voilà. C'est l'école d'Athènes. Alors, voilà les philosophes d'Athènes. Zoomons sur les deux qui nous intéressent, et vous allez voir que c'est plus visuel que ce que l'on pense, ou peut-être c'est plus intuitif que ce que l'on pense. C'est pas trop philosophique la suite de la présentation. En fait, voilà, vous voyez Platon à gauche, hein, on le reconnaît pas à sa barbe, mais au fait qu'il pointe le doigt vers le ciel. Et Aristote, lui, il étend la main sur la terre, peut-être il essaye de saisir les choses, de toucher. Il utilise son sens du toucher. Platon, finalement, c'est une posture qui est la posture intellectuelle, qui fait confiance au concept. Là, elle est à regarder et chercher dans le monde des idées comment résoudre nos problèmes. Et Aristote, c'est plus la substance, la question de la réalité des choses. Ce sont deux approches qui sont véritablement qui méritent de travailler ensemble. Excuse-moi Arnaud, c'était juste pour dire que tu viens de parler de questions, donc juste pour rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter. Voilà. Alors, je reprends mon micro régulièrement, j'espère que tout ça est assez fort. Alors attention, lançons-nous dans l'exploration de cet outil, et ce qui va suivre est un peu littéraire, j'en suis désolé, mais il y a ici une idée très importante qu'on ne peut pas, je crois, faire passer avec un slide, avec du bullet point thinking, parce que c'est une idée très puissante qui nous bouleverse en tant que moderne. J'ai trouvé ça dans une philosophie du droit, mais bon, il n'a rien inventé, et moi non plus. On parle maintenant de Descartes. Et rappelez-vous, c'est le fameux « je pense donc je suis ». Et je vous lis cette citation. Donc il dit « Il faudrait savoir revenir à la croisée des chemins pour se donner une chance de discerner la diversité des voies qui s'offraient et des paysages qu'ils auraient permis de découvrir. C'est la condition pour se mettre en mesure de comprendre ce qu'Aristote, saint Thomas et bien d'autres ont pu vouloir dire.
Descartes, non attaché à la révolution scientifique, affranchit la pensée par rapport à l'ordre surnaturel, par rapport à la nature et par rapport à la communauté porteuse de hiérarchie. Une telle libération à son prix, je dois me réduire résolument, dit Descartes donc, méthodiquement à ce que l'échec a fait de moi. Et donc Pascal, l'inventeur de l'informatique, disons, nous alerte sur cette rançon. Autrement dit, Pascal, notre ancêtre, en tant qu'informaticien, nous dit attention, le monde dans lequel nous entrons suppose un détachement par rapport à la nature. Et le je pense donc je suis, moi je le comprends comme ça, c'est si vous me demandez, je dis le contraire, je dis je suis donc je pense. Voilà, je me touche, voilà, j'ai des bras, oh, tiens, j'ai une tête, oh, je pense. Voilà, j'ai d'abord je suis et ensuite il m'arrive de penser. Voilà. Alors, c'est pas ça que dit Descartes. Et Descartes, c'est je pense d'abord. C'est-à-dire que l'être vient après le concept. C'est-à-dire que nous, modernes, et après je vous embête plus avec la philosophie, et encore moins la philosophie du droit, mais nous, modernes, nous, informaticiens, nous baignons, nous nageons, notre océan, nous sommes des poissons, et notre océan, c'est l'océan du concept. Alors, et ça, on comprend que pour la question des impacts, et pour l'éthique conséquentialiste, c'est un peu embêtant. Parce nous avons tendance à nous mettre dans une posture d'éthique déontologique. Alors, j'arrête avec les hic et les ismes et je vous donne un exemple. Alors, disons que Platon se met à parler de l'IA. Platon, Descartes, enfin voilà. L'idéaliste, vous voyez, celui qui montre le ciel, qui aime bien être dans le monde des concepts et des idées. Bah, il dit attention, l'IA, il y a des biais dans les données, voilà, et puis donc la bonne IA, c'est celle qui contient des fonctionnalités qui évitent les biais. Voilà comment un informaticien résout le problème. Il dit dites-moi ce qu'il y a comme discrimination, voilà, concept, discrimination, comme biais, un autre concept, et moi je vais programmer un service qui va neutraliser ça, et donc après, ce sera mieux. Voilà, technologie idéalisée, c'est-à-dire il y a un idéalisme et évaluation déontologique standardisée, parce qu'une fois qu'il a programmé le moteur de débiaisement des données et qu'il trouve que ça marche, il dit, j'ai résolu le problème, donnez-moi le problème suivant. Et une attitude plus réaliste, donc substantielle, celui qui s'intéresse aux impacts, va dire, attendez, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quel contexte l'IA va être déployée. Tiens, on va faire une analyse de cycle de vie pour commencer, à partir de la première personne qui la conçoit jusqu'à la dernière personne qui l'utilise, en particulier la quantité d'énergie qu'elle nécessite, voilà. Et puis, il va falloir se mettre à plusieurs, parce que moi, je n'ai pas toutes les compétences, il va falloir comprendre exactement ce que ça a comme impact, par exemple, psychosociaux. Voilà. Donc, on comprend que là, c'est une autre manière d'évaluer l'informatique ou l'intelligence artificielle, c'est le contexte et une évaluation continue, parce que je ne peux pas faire juste un mode projet, et puis j'arrive à la fin du projet d'évaluation, je décrète que c'est bon, parce que là, si je fais ça, je suis revenu à une attitude complètement idéaliste. Parce que peut-être le monde change, vous voyez. Arnaud, je vais pas le faire. Oui. Ouais, il y a juste un petit commentaire dans le chat de Thomas qu'on connaît bien, qui dit Descartes, c'est d'abord je doute, donc je pense, donc je suis. On fait trop souvent le raccourci, la constatation du fait que l'on pense vient du doute. Eh bien, je pense que c'est vrai et je doute d'avoir pris ça en compte, mais j'essaye de faire une présentation qui tient en une demi-heure. Mais ça m'intéresse de réfléchir aux conséquences de ce qui vient d'être dit, puisque je ne suis pas un spécialiste de tous ces philosophes, comme vous avez peut-être pu déjà le remarquer. Voilà, ce qui nous intéresserait, ce serait de faire dialoguer les deux approches ensemble, bien sûr. On ne veut pas du tout renoncer au concept, renoncer à nos procédures, renoncer à nos valeurs. En revanche, faire comme si elles étaient vraies, faire comme si les concepts étaient vrais, autant que la réalité est vraie, c'est un peu utopique. Et comme cette réalité, elle change indépendamment de notre volonté, si nous nous reposons sur nos concepts qui sont le fruit de notre volonté, au bout d'un moment, il y a un problème. Voilà, donc vous avez, nous les informaticiens, nous sommes très idéalistes, à 90%, je dirais. Allez, ça dépend des gens, je pense. Puisque nous, un programme informatique, s'il nous faut des modèles, il nous faut implémenter ces modèles dans un programme. Et puis voilà, on a la solution informatique et puis on a déclenché. Tout ça, nous sommes des héritiers de Descartes et puis aussi de Pascal et puis tous les suivants, quoi. Un paysan, vous voyez, j'ai mis une citation paysanne. Bon,
pas très intéressant à lire, mais le paysan, on comprend, ou le paysan, en permaculture, quoi, le paysan à l'ancienne, lui, il est très, très, très réaliste. Vous voyez, le concept d'agronomie, lui, s'intéresse pas trop. C'est au bout de mon champ, là où l'arbre a tendance à avoir soif. J'ai souvent des sangliers qui viennent travailler. Vous voyez, lui, sa posture face à la réalité qu'il a besoin de traiter, elle est très, très concrète. Voilà. Et lui, il fait confiance à ses sens et il essaye de trouver les meilleures solutions, mais à partir de ses observations directes, pas à partir disons pas en faisant confiance à des concepts que viendrait lui dire, par exemple, un agronome. Je caricature le travail de l'informaticien et de l'agriculteur. Alors, j'ai un deuxième cas d'usage, et c'est là que c'est le point culminant, disons, en tout cas pour moi, parce que c'est un peu frustrant d'expliquer ça en 30 secondes, ou en 2 fois 30 secondes, et je pense pour vous en même temps, parce que c'est un peu plus loin, un peu moins intuitif comme exemple, c'est l'histoire de la justice informatisée. J'appelle ça le moteur d'inférence juridique alimenté par les grandes données de jurisprudence, mais on peut parler du robot juge simplement, pour pas trop se prendre la tête. Donc, que dirait l'approche idéaliste? Donc, regardez le doigt vers le ciel, toujours, je m'intéresse au concept, sur le robot juge. Eh bien, je zoome simplement sur la 4e boulette, il va dire, eh bien, écoutez, informatisez-moi cette justice. Il est connu qu'il y a du retard dans les procès, on veut accélérer, on veut faire du business process management, on va peut-être standardiser un certain nombre de résolutions judiciaires pour accélérer, puisqu'il y a besoin d'accélérer, on n'est plus... on est quelques siècles en arrière, on a besoin d'être rapide. Objection à cela, c'est que la lenteur judiciaire, donc c'est la dernière ligne de ma petite bulle là, bleue, la lenteur judiciaire, d'une certaine manière, est voulue. C'est-à-dire, si vous êtes sur le trottoir, vous vous faites renverser par une trottinette électrique, vous tombez, et là, un agent arrive, il lui met une amende, et on vous dit, ça y est, c'est bon. Ben non, c'est pas bon. La lenteur judiciaire, ça vient de loin. C'est-à-dire, la société optimisée où, à la limite, l'outil informatique résout judiciairement toutes les infractions en temps réel, cette société n'est pas la nôtre et, en tout cas, elle n'est probablement pas à l'échelle humaine. Un petit clin d'œil, si tu dépasses les vitesses autorisées sur l'autoroute, tu te fais possiblement arrêter. Exactement. Par la patrouille qui va te juger sur place et te demander de payer ton amende. Voilà. Ça veut dire, mais tu as bien raison, et je pense souvent à ça, ça veut dire qu'il y a des règles de droit, comme j'ai montré tout à l'heure, qui sont programmables, informatisables facilement, et là, on peut en assurer l'exécution en temps réel, l'application en temps réel, disons, mais je comprends que ça sert à rien de fabriquer une voiture qui roule à 3000 km/h, voilà, parce que c'est pas à échelle humaine, vous voyez, donc voilà. Alors bon, position réaliste sur le robot juge, eh bien, je refais la même histoire de l'analyse de cycle de vie, ou alors, 4e boulette encore, on va dire, mais attendez, montrez-moi exactement dans le machine learning, le typologie de régression, je fais du Monte Carlo, je fais pas de la régression linéaire, pour savoir un petit peu quels sont exactement vos types de raisonnement, voir si ça colle au raisonnement, au moins juridique, qu'on peut discerner dans la pratique du juridique. Vous voyez que l'attitude réaliste est quand même largement différente. Et bien sûr, je reviens sur l'idée qu'il faut être plusieurs, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça sur un coin de table, et en particulier, l'évaluation écologique, j'en parle souvent, c'est la quantité d'énergie, elle me semble intéressante parce qu'elle est objectivable, elle est quantifiable. Et donc, dans une approche, disons, idéaliste, ou l'approche de l'informaticien, elle est vraiment très accessible. L'évaluation, c'est facile, c'est de la bonne ingénierie, c'est dis-moi de combien d'énergie tu as besoin pour faire tourner ton bazar. Voilà. Ça fait partie de l'évaluation éthique, même si ce n'est pas historiquement le problème de l'informaticien. Le problème de l'informaticien, c'est que ça s'exécute plus vite, ou que ce soit, peut-être ça puisse passer à l'échelle, ou de pouvoir, maintenant, il faut pouvoir, depuis un moment, virtualiser, containeriser, etc. Voilà. Donc, voilà la deuxième posture. J'en arrive à ma conclusion, et je suis content parce que c'est fatigant. Voilà. Mais je propose donc, pour rassembler un petit peu tout ce que j'ai dit sur cette photo-là, on a bien compris qu'il y avait l'angle mort
finalement, du regard moderne, disons, du regard de Descartes, même si, évidemment, résumer Descartes, là, comme ça, voilà, et c'est pour simplifier que je dis ça. L'angle mort du regard, de la posture du moderne, et je pense l'angle mort de la pratique de l'informatique, c'est cet idéalisme, c'est le doigt pointé vers le ciel, c'est la confiance dans le concept, voilà, en oubliant que le monde réel, bizarre de dire monde réel, mais il faut le dire, voilà, parfois n'obéit pas au concept, parfois on s'est trompé simplement, on a cru, on va faire la méthode scientifique, on a fait des hypothèses, on a cru que ça faisait des systèmes et on pensait que c'était vrai, et puis un jour l'hypothèse est invalidée, il faut changer le modèle scientifique. Alors du coup, mais le monde, lui, il nous a pas attendu pendant ce temps. Voilà. Donc, c'est la posture réaliste, je pense, qu'en tant qu'informaticien, qui est notre point faible. Hein, je ne parle pas pour IBM particulièrement, je pense que c'est vraiment lié à la discipline informatique, voilà, et aussi un regard moderne. On peut penser que ça rejoint des modes d'organisation du travail, l'organisation scientifique du travail, les procédures, voilà, la confiance dans les procédures, ça rejoint un petit peu ça aussi. Donc, c'est toute une posture moderne sur les déploiements des techniques qui méritent, hein, disons, d'être enrichis par une posture plus réaliste. Et j'insiste sur ce dernier point, c'est que l'évaluation est continue, ça c'est pas du tout non plus dans la culture, mais dans les méthodes agiles, je pense que la méthode agile en donne une idée, hein, de développement logiciel en donne une idée, de remettre quand même sur le métier rapidement et continuellement le travail. Il me semble que cette méthode-là porte la possibilité de s'intéresser plus largement. Alors, voilà, mais encore une fois, plus largement aux impacts, voilà, et continuellement, parce que le monde change. Même si notre outil, l'outil d'IA que nous allons développer, nous allons une idée de la manière dont il va changer, mais le monde, lui, il change un petit peu à sa manière à lui. Il faut réévaluer l'écart, en fait, voilà. Et pour ceux qui voudraient plus d'informations, peut-être, je fais un peu de ma propre publicité, d'un colloque récent, disons, dans lequel je suis intervenu, pour essayer d'expliquer cette parenté entre la pensée juridique moderne, donc à partir de Guillaume d'Occam, Descartes, mais c'est peut-être en fait le droit romain, donc c'est pas facile, mais bon, entre la pensée juridique moderne et la pensée de l'informatique, qui étrangement, quand on pense que code is law, ben voilà, on trouve des parentés, et je pense qu'il est intéressant de les penser pour savoir dans quel monde nous travaillons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Arnaud. Alors moi je vous interpelle, est-ce que vous avez des questions pour Arnaud? Donc il nous reste du temps, donc et merci Arnaud pour cette démonstration et ces explications. Tu vois, je t'ai même pas interrompu, tu vois, on avait discuté, on s'était dit, promis de m'interrompre, ouais, mais c'est pas... Je t'ai pas interrompu, donc voilà, c'était voilà, comme dit Hélène, clair et concis. Voilà. Moi, j'ai une question qui remontait tout à l'heure, c'est toujours de Thomas. Il dit c'est une vision qui tient dans un monde occidental, mais comment ça se passe dans une logique asiatique, indienne ou musulmane? Enfin, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un lien avec notre, parce que là, oui, on parlait de Descartes, mais c'est très occidental. Enfin, oui, c'est... Oui, tout à fait. Alors oui, disons que là, je suis très mal placé pour répondre. Moi, je suis non seulement occidental, mais en plus lyonnais. Donc, mon environnement familial, c'est un bouchon avec les nappes à carreaux et une bouteille un pot de côte devant moi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, la vision d'Extrême-Orient, je ne sais pas. Il me semble que dans l'idée de holisme, hein, on entend ce mot parfois, hein, de la pensée un peu plus systémique, enfin justement peut-être moins systémique, un peu plus globalisante, voilà, de penser qu'on est quand même l'élément d'un tout, on n'est pas en dehors du monde. Je pense que les Occidentaux, nous sommes allés dans un idéalisme un peu, dans un dualisme, c'est-à-dire, encore un isme, désolé, mais c'est l'idée que l'informaticien se tient en dehors du monde. Il bricole dans son laboratoire, et puis après, quand il est prêt, poum, il balance dans le monde réel, et il regarde les écarts, vous voyez. Et donc je pense que nous avons ce décollement entre le monde réel et nous, notre activité. C'est le cas du juriste aussi, vous voyez, donc je m'inclus là-dedans. Et probablement, une pensée moins occidentale est moins marquée par cette séparation avec la nature. Merci Arnaud. Alors, je vous relance. Avez-vous des questions pour Arnaud? Donc moi, il
Il y a une petite remarque qui dit ça demande à être approfondie. Est-ce qu'on programme une prochaine conférence? Voilà. Alors, c'est vrai que bien sûr, j'avais promis des méthodes, des outils, et là, on a le droit d'être déçu. Parce que vous voyez que j'arrive pas avec mon outil, ma méthodo, voilà, avec simplement des cases à cocher, et puis après c'est bon, ma solution éthique. Justement, parce que en fait, je me suis rendu compte en préparant, je travaille beaucoup plus sur les conditions de mise en place d'une méthode d'évaluation éthique. Donc, nous ne sommes pas prêts à la fin de cette conversation pour évaluer un service d'IA, je ne crois pas, en particulier parce que nos entreprises, bien souvent, sont organisées en silos. Mais je voudrais raconter cette petite histoire, c'est que les 2-3 fois où j'ai essayé de mobiliser des collègues qui n'étaient pas dans mon entité, qui ne sont pas dans ma hiérarchie, sur des questions techniques un peu difficiles, sur lesquelles ils pouvaient avoir un avis, mais disons un avis de loin, parce que c'était pas exactement leur problème, mais à un moment, leur technologie à eux, que eux maîtrisent, était concernée. Vous voyez ? Eh bien, pour faire de l'évaluation éthique, donc de l'éthique en co-construction, c'est-à-dire aller ensemble, se réunir et regarder un objet et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut penser de ça, vous voyez ? Et les 2-3 fois que j'ai essayé, ça a fonctionné. Les gens sont ravis, je pense, d'utiliser leur intelligence, leurs compétences, leur expertise, en dehors du processus dans lequel on les a mis, hein, aussi. Et c'est leur métier, parce que nous sommes des professionnels de l'informatique, c'est-à-dire nous informatisons le monde. Notre responsabilité collective, c'est de faire de la meilleure ingénierie possible, c'est de travailler professionnellement. Obéir au process de l'entreprise, c'est nécessaire, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour être professionnel. Donc, une fois que j'ai fini mon boulot, je regarde celui des collègues, du voisin, voilà, et j'essaye de l'aider à résoudre son problème, parce que son problème est aussi le mien, parce que l'outil informatique que nous allons déployer, il va aller dans notre monde commun. Voilà. Donc, c'est ça la conviction. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Je vois pas d'autres questions remonter, mais en tout cas, une demande pour prolonger la discussion peut-être sur une autre conf. Donc, pourquoi pas, on peut me contacter et dès que j'aurai des choses à raconter dans la suite de cette réflexion, je le proposerai. Ah ben, ça serait avec plaisir, vraiment. Écoute, quelques références. Saline te demande. C'est vrai, quelques références. Je suis embêté parce qu'il y a donc ce bouquin, mais il est gros. C'est la philosophie du droit, et si vous n'êtes pas juriste, ça risque quand même de vous ennuyer fortement. Moi, je travaille ces temps-ci beaucoup sur Thomas d'Aquin. En fait, Thomas d'Aquin, donc pareil, il faut trouver une manière de l'approcher. Mais en fait, c'est un homme du Moyen Âge. Il a une pensée, disons, qui est très 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 réaliste. C'est-à-dire, en 2 mots, voilà, donc on peut dire Thomas d'Aquin, si vous voulez. Lui, il n'a pas besoin des modèles ou des métamodèles pour conceptualiser le monde avant d'agir dedans. C'est-à-dire que lui, pour travailler sur la justice, hein, il voulait poser des solutions équitables. C'est ce que nous voulons faire, nous aussi, IBM, nous voulons être équitables, nous voulons faire des choses équitables, hein, des choses justes. Donc, comment faisait ce penseur ? Lui, il considérait l'ordre. Alors, c'est compliqué, mais pas tellement, parce que l'ordre, finalement, moi, je comprends en lisant que c'est l'ordre naturel, c'est les lois de la nature, c'est les lois de la thermodynamique, c'est les lois mathématiques, ça ne choque pas. Ce sont les lois qui gouvernent le monde, d'accord ? Et donc, il y a cette nécessité de comprendre l'ordre, voilà. Tu as oublié, oublié les lois quantiques. Eh bien, aussi, bien sûr, parce qu'il y a un ordre quantique, c'est vrai, et il fait partie de l'ordre du monde, et on ne peut pas le négliger complètement. Voilà. Je sais pas, peut-être on peut le négliger quand on travaille dans le monde qui est plus haut que quantique, et ça je ne sais pas, je laisserai d'autres répondre. Mais en tout cas, si je considère les lois de la nature, les lois scientifiques, dont les lois morales, alors c'est là qu'il faut s'accrocher un petit peu, dont les lois morales sont des approximations. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vous dit faut pas tuer parce que c'est pas bien, c'est pas dans l'ordre naturel. C'est-à-dire, si vous tuez, il y a des inconvénients. Déjà, il y a des inconvénients pour les gens que vous tuez, voilà. Et puis il y a des inconvénients aussi pour vous, pourquoi pas, parce que il y a des cycles de vengeance, des sortes de nécessités naturelles, vous voyez, qui obéissent aussi probablement à des lois de la nature qui se documentent, des lois biologiques, des lois dans le cerveau, voilà, ou des lois anthropologiques, voilà, des relations entre les personnes. Bref, considérer cet ordre, il me semble que c'est une manière de
chanter la question de la complexité, en tout cas de l'aborder différemment, d'aller plonger dans la complexité avec un peu plus de confiance qu'en se disant, bon, il faudrait que tous les scientifiques du monde soient d'accord avant de pouvoir trouver une solution efficace. Donc voilà, on peut lire Thomas d'Aquin, et sinon, bon, je ne sais pas. Faites comme, voilà, faut faire selon ses aspirations aussi, c'est important. Ok, merci Arnaud pour cette précision. Est-ce que je regarde s'il y a des questions? Non, Salim te remercie pour ton retour, enfin cette précision sur la documentation. Moi, je vois pas d'autres questions, Arnaud. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que l'on se quitte là. On décide que c'est la fin de cette intervention d'Arnaud. Juste pour ceux qui auraient envie de la réécouter, je vais faire très vite le replay pour qu'il soit sur notre chaîne YouTube. Et puis donc vous aurez la possibilité de réécouter cette conférence. Arnaud, on se garde dans les tuyaux peut-être une suite. Mais pourquoi pas. L'imaginer pour l'année prochaine. Bien sûr. Et puis écoutez, je vais vous remercier d'avoir participé, d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, enfin une bonne continuation parce qu'elle n'est pas encore terminée complètement la journée. Et puis Arnaud, merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Très bonne fin de journée à tous.